Donc, nous reprenons nos travaux d'études du budget 2025 et du PDI 2025-2034. La Commission des services électriques de Montréal va effectuer la prochaine présentation. Pour ceux et celles qui nous écoutent grâce à la web diffusion, je rappelle qu'il est toujours possible d'utiliser le formulaire disponible sur la page Internet de la Commission pour poser vos questions. Donc, j'invite maintenant Mme Émilie Tuillier, responsable des infrastructures des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse d'Antique-Cartierville, à ouvrir en quelques mots la présentation. Madame Tuillier, donc un maximum de 12 minutes est prévu pour votre mot d'introduction et la présentation de la présidence de la Commission. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Desbois. Bonjour, chers collègues. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, avec la Commission des services électriques de Montréal, une organisation qui a plus de 100 ans et qui, quand elle a été créée, était très novatrice. Puis je vous dirais que 100 ans plus tard, elle est toujours aussi novatrice, puis que si elle n'existait pas, il faudrait la créer. Et donc, c'est vraiment une commission, comme le nom le dit, pour des services électriques, mais pas que. Hein. Il y a d'autres types de fils qui sont enfouis. Le travail est méconnu de la commission parce que presque tout se déroule sous terre. Ceci dit, quand on doit travailler sous terre, forcément, on est quand même dans le domaine public ou privé, donc on a des chantiers aussi à la Commission des services électriques. Je tiens à saluer, en 2024, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration des chantiers, autant sur le terrain qu'en communication avec les citoyens, les citoyennes, les commerçants. Le site Internet a été revu de fond en comble, un nouveau système aussi de traitement de plaintes. En 2025, bien évidemment, l'objectif est d'aller plus loin. Donc, la Commission des services électriques est très, très présente avec nous pour tout le travail là, suite au sommet sur les chantiers. Comme vous le verrez aussi, la Ville de Montréal est représentée là, sur le conseil d'administration de la Commission des services électriques. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Robert Gauthier, qui est le président par intérim, et toute son équipe. Donc, je vais le laisser là, faire la présentation et présenter ses collaborateurs. Merci. Merci. Donc, M. Gauthier, c'est à vous. Oui. Donc, je me présente. Robert Gauthier, je suis président par intérim pour la Commission de services électriques. Merci, Mme Tuillier, pour l'excellente introduction. M. Desbois, Messieurs, Mesdames les commissaires. La présentation ce matin va se faire avec le biais là, des gens qui m'accompagnent ce matin. Je vais avoir Mme Isabelle Poisson qui va m'assister pour la présentation de toute la présentation chiffrée. M'accompagnent aussi les directeurs qui sont derrière moi, là, 2 directeurs, celui de la conception et aussi de la planification et des relations avec les grands partenaires pour répondre aux questions, aux besoins. Fait que sans plus tarder, on va passer à la présentation du document avec Mme Poisson. Alors, bonjour tout le monde. Je vous présente le budget et le PDI pour 2025, PDI jusqu'à 2034, évidemment. Je vais débuter avec l'organigramme 2025. Nous ajoutons 3 postes permanents. Donc, en 2024, nous avions 183 postes et en 2025, nous aurons 186 postes. Donc, 185 permanents et puis l'équivalent d'un poste auxiliaire. Je vais céder la parole à M. Gauthier pour les faits saillants 2024 et les impacts. Donc, dans les faits saillants, essentiellement, il y a d'abord la poursuite des 5 comités de tactique qu'on fait avec Hydro-Québec. On a un comité stratégique, tactique, technologique, opérationnel. Ce sont des comités essentiellement qui visent pour les opérations day-to-day et aussi le suivi des projets à court, moyen terme avec Hydro-Québec. Comme fait saillant aussi, la négociation d'une entente pour la réalisation des projets intégrés avec la STM. On a débuté, mais c'est en poursuite. On a une poursuite également de négociation avec les syndicats pour l'équité interne. Ça avait commencé les dernières années. On le poursuit pour pouvoir le terminer rapidement. Déploiement du nouveau site, comme Mme Tuillier avait expliqué tantôt, de notre site Web, où on a développé des nouvelles fonctionnalités pour le recrutement des postes vacants, le signalement des événements, bien sûr, et le suivi des chantiers là, pour donner une bonne visibilité et d'informations auprès de la population. Réalisation aussi également d'un sondage pour améliorer le climat auprès des employés avec un taux de réponse qui a été très pertinent là, à 81 %. C'est les grands faits saillants pour 2024. Je cède la parole à Mme Poisson. Oui. Donc, je continue avec l'évolution budgétaire à 2024. Au niveau des revenus, il y a seulement un changement. Nous aurons moins de revenus que prévu de
1 461 000 $, c'est en raison de la facturation d'un métrage inférieur à ce qu'on avait budgété. Au niveau des dépenses, c'est tel quel au budget. Okay. Monsieur Gauthier va vous expliquer les objectifs 2025. Pour les objectifs, d'abord, c'est sûr que le premier objectif, c'est réaliser le carnet de commandes des projets à réaliser. Un carnet de commandes qui se chiffre à près de 129,1 millions de dollars pour les programmes de construction et de modification de conduits souterrains. En deuxième élément, poursuite des négociations de l'entente de réalisation des projets intégrés avec la STM. C'est une entente similaire qu'on avait commencé avec la Ville centrale, puis ça va se poursuivre. On commence à la faire, puis on la poursuit avec la STM. Bien sûr aussi, en troisième point, l'enlèvement des poteaux sur près de 8 km de rue. Quatrième point, coordination de 1 km de conduits souterrains pour de nouveaux développements résidentiels. En cinquième point, l'inspection structurale par caméra sur plus de 3 500 puits d'accès et de 1 250 puits d'accès en occupation. En sixième point, négociation des conventions collectives avec les cols blancs et cols bleus. En septième point, optimisation et automatisation des processus reliés à la gestion des travaux de construction. On améliore nos processus informatiques là, en vue d'automatisation et d'améliorer la productivité. En huitième point dernier, poursuite des activités de sécurisation des infrastructures informatiques et modernisation du dispositif Web, surtout bien sûr après la crise de l'attaque informatique qu'on a eue. On a eu lieu de sécuriser nos infrastructures là, puis de les consolider. Ce sont les grands points. Je donne la parole à Mme Poisson. Donc, on continue avec le budget 2025. Au niveau des revenus, nous allons avoir 85 996 000 $. Au niveau du budget des dépenses, 95 610 000 $. Donc, on a une perte anticipée de 9,6 millions. Par contre, de ce montant-là, il y a 2,2 millions qui est assumé par la Ville de Montréal dans le cadre de l'enveloppe budgétaire d'aide et de subvention pour les projets d'enfouissement. Et donc, le reste, le 7,3 millions, va être puisé à même le fonds de stabilisation de la Commission des services électriques. Donc, ce n'est pas les contribuables qui vont assumer cette perte-là. Les grandes lignes de l'écart entre le budget 2024 et 2025, bon, principalement des augmentations de revenus pour notre centre d'exploitation des structures, 417 000 $, l'augmentation de la récupération de l'aérien et des promoteurs, 307 000 $. Et puis, on va avoir une diminution de la récupération des frais généraux, donc un peu de la facturation pour 368 000 $. Donc, nous allons terminer avec des revenus de 85 996 000 $. Au niveau des dépenses, évidemment, l'écart provient en majorité de la main-d'œuvre et des bénéfices marginaux pour 844 000 $. Bon, évidemment, il y a les 3 postes supplémentaires dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Il y a également, bon, les augmentations statutaires des employés. On a une provision aussi. Nos conventions collectives sont venues à échéance au 31 décembre 2023. Donc, on est en négociation présentement. Donc, l'augmentation du coût de la vie n'a pas eu lieu au 1er janvier. Donc, on a une provision dans le budget 2025 pour 2024 et 2025, évidemment. Puis aussi, pour l'équité, on vous a parlé qu'on est en train de faire une négociation avec le syndicat au niveau de l'équité salariale interne et on a un petit montant alloué à ça aussi. Ensuite, au niveau des services professionnels, ben on a parlé des projets qu'on a pour plus informatiser, automatiser. Donc, il y a un montant substantiel supplémentaire pour nos TI. Et puis, le consultant pour les négociations de conventions collectives, donc au total, plus 380 000 $. Sinon, une augmentation des loyers qu'on a dû renégocier, 316 000 $. Par contre, on a une diminution de notre service de la dette de 392 000 $. On prévoit emprunter un peu moins, puis les taux d'intérêt devraient baisser aussi. Okay. Au niveau des catégories d'emploi et du nombre de personnes, donc, au niveau des cadres, nous sommes 15, donc il n'y a pas de modification avec c'est stable. Au niveau des cols blancs,
157 et l'École bleue, 14. En 2024, vous pouvez voir là, qu'il y a un petit astérix. Bon, il y a une erreur qui s'est glissée. On aurait dû voir, au lieu de 187,3, on aurait dû voir 183. Donc, ces gens-là n'ont pas été, les postes n'ont pas été comblés et puis on fait la correction cette année. Au niveau du ratio employé-cadre, avec supervision, on est à 17,10 employés par cadre en supervision, ce qui est assez peu. Si vous permettez, on garderait toutes les questions à la fin de la présentation, incluant le PDI, ça va être plus productif. Donc, le programme décennal d'immobilisation 2025-2034. Donc, au niveau des enjeux, bien sûr, en premier, c'est répondre aux besoins des usagers et nos utilisateurs. En deuxième point, c'est d'optimiser la capacité de conception et de réalisation, toujours pour bien répondre aux demandes croissantes des usagers et assurer les investissements requis pour maintenir le maintien des actifs. En troisième point, se planifier et coordonner avec l'ensemble des intervenants, particulièrement dans les projets de grande envergure. En quatrième point, optimiser les processus reliés à la gestion des travaux en intensifiant leur informatisation, leur automatisation et en modernisant les méthodes d'information, toujours pour réduire les délais et augmenter la productivité. Enfin, en dernier point, s'adapter à la nouvelle dynamique de gestion de l'occupation du domaine public de la Ville de Montréal. Je repasse la parole à Mme Poisson. Donc, pour nos réalisations 2024, on a réalisé un volume de travaux de 104,8 millions sur un budget de 117,3. Nous avons réalisé 10,5 millions de dollars en enfouissement et 0,4 millions en conversion. L'enlèvement des poteaux s'est effectué sur 7 km de rue. Et puis, la coordination de 1,3 km de conduits souterrains pour des nouveaux développements résidentiels. Notre PDI pour 10 ans totalise 761 millions de dollars, 761,5 millions de dollars. Pour le premier 5 ans, on peut voir dans la colonne protection 3,3 millions de dollars. Ça ici, puis la deuxième colonne développement, 471 millions. Ça, c'est vraiment ce qu'on alloue aux travaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les rues? Le 3,3 millions en protection, nous, c'est nos autres immobilisations, équipements informatiques, des bornes de recharge communes, des paniers pour les seringues. Donc, nous, on a seulement un programme, on met tout dans le même, mais on sépare entre protection et développement. Et donc, pour un total, pour les 10 ans en protection de 6,8 millions, en développement, 754 684, et donc pour le total de 761 467 000 dollars. OK. C'est ce que je viens de mentionner. La Commission des services électriques administre 3 programmes. Le premier programme, c'est celui que je viens de vous expliquer, c'est vraiment les travaux que la Commission effectue en souterrain. Ensuite, il y a l'enfouissement des câbles, des réseaux câblés et la conversion. Ça, c'est 2 programmes qui sont financés par la Ville, mais que la Commission gère. OK. Ici, on vous a fait une liste un peu des principaux programmes, des principaux projets là, qui vont aller de l'avant pour les 10 prochaines années. Mais il faut savoir que ces priorités-là sont établies selon les besoins de la Ville de Montréal, de Hydro-Québec, de la STM, puis des usagers, des utilisateurs, puis évidemment, bien, de nos besoins à nous au niveau du maintien des actifs. C'est pour ça que la première ligne, le programme de maintien du réseau, c'est vraiment gros parce qu'on doit investir pour maintenir nos actifs en bon état, là. Okay. Puis les autres projets qui sont présentés ici, c'est à titre indicatif parce qu'ils peuvent changer quand même dans le temps là, selon les besoins des partenaires. Okay. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous voilà à la période des questions-commentaires du public qui sera courte. Est-ce qu'il y a une question qui provient de la salle? S'il n'y en a pas, donc nous avons une question qui nous provient en ligne.
Et la question est de Carl Saint-Denis. Alors, voici la question. Ma question concerne le projet d'enfouissement dans la rue Fulham. En 2023, le plan décennal d'immobilisation 2024-2025 prévoyait 15,5 millions de dollars pour ce projet, mais dans le plan de cette année, c'est plutôt une somme de 4,5 millions répartie entre deux programmes différents qu'on y retrouve. Qu'est-ce qui explique un écart aussi grand dans les montants affectés au projet Fulham entre ce PDI et celui de l'année dernière? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Gilles Godet, directeur de planification en relation avec les grands partenaires. Le projet de la rue Fulham a été séparé en phasage, donc il y a 3 phases de travaux qui sont prévues. Et puis les phases ont été échelonnées dans le temps, donc c'est un peu pour ça que le coût a été réparti au niveau des programmes du programme décennal. Donc, merci. Alors, chers collègues, voici la période de questions, de commentaires des membres de la commission. Donc, nous allons commencer avec Mme Goulet. Oui, merci beaucoup, Monsieur Desbois. Bonjour, Madame Tuillier, Monsieur Carrette, Monsieur Gauthier et toute votre équipe. Merci de votre présence. J'ai une question. Vous avez récemment déposé une marque Ma Ville sans fil. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Bonjour, Mme Goulet. Oui, effectivement. On a déposé cette marque-là, c'est pour donner, comment je peux dire ça, un sigle facilement reconnaissable. C'est qu'on a déposé cette marque-là, elle est enregistrée au niveau du Canada. Donc, c'est pour nous démarquer comme trademark, si je peux dire, ou comme reconnaissance visuelle. Fait que donc, dans tout ce qui est notre matériel d'identification en habillage de chantier, on veut qu'on soit facilement reconnaissable et identifiable. Fait que donc, nos affichages, notre signalisation, pour nous donner comme une espèce de marque de commerce, si je peux dire, au nom de la ville, bien sûr, on s'est doté de ce sigle-là. C'est ça, en gros, Mme Boulet. Ah bon, d'accord, parfait. Ça n'a rien à voir avec le Montréal Wi-Fi, là. Merci, très bien. Merci. Merci. Donc, passons à Mme Brisebois. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je note que, et dans le budget de fonctionnement et dans le PDI, il n'y a rien qui est attribué à l'agglomération, mais on me faisait mention récemment que ce serait possible pour les villes liées de faire des demandes pour vos services ou de bénéficier de votre service. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus? Je vais laisser la parole à M. Godet, là, parce que pour les cas d'annexion comme ça, là, M. Godet est plus approprié. Merci. Gilles, je te laisse la parole, s'il te plaît. En vertu de la charte et des pouvoirs qui sont donnés à la Commission, il y a un pouvoir d'accepter des réseaux des municipalités qui sont reconstituées. Je ne me rappelle plus du terme exact, m'excuserez. Alors donc, c'est sur une demande qu'on doit se prononcer. Alors donc, on n'est pas obligé d'accepter, mais on doit analyser les réseaux, que ce soit des réseaux existants ou des réseaux projetés. Alors donc, cette dynamique-là, actuellement, on le fait pour Ville-Mont-Royal seulement, pour une partie du réseau qui est en bordure de la métropolitaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres municipalités ou d'autres villes qui sont manifestées. Et pour complément, dans le fond, il faut comprendre que la Commission de services électriques, c'est un mandaté. Fait que l'infrastructure civile qu'il gère, c'est une infrastructure corporative, donc ce qu'on appelle, nous, municipal, le corporatif. Fait que chacune des villes peut enfouir, évidemment, avec sa propre infrastructure, puis elle peut recevoir comme mandataire, dans le fond, la gestion ou l'expansion de ces réseaux-là. Et on a facilité, via les chartes et les règlements qui portent spécifiquement à la Commission, cette possibilité-là pour les villes reconstituées. C'est des formes d'entente intermunicipale, si vous voulez, mais facilitées. Parfait, merci et bonne nouvelle. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question va à M. Wallet. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je regardais un peu dans les annexes, là, page 40-41. C'est-tu, moi, où la fameuse entente 83-89 qui réfère à 1983-89, les derniers montants sont en 2025. Donc, est-ce qu'on va réellement terminer cette entente-là, signée? Attends, c'est sous Doré? Non, je pense que c'est sous Jean Drapeau, peut-être? Bien, juste pour répondre à votre question, M. Ouellette, oui, en principe, c'est ce qui est visé. Les projets qui restent ont été introduits dans l'entente qui a été signée en septembre 2022 entre Hydro-Québec puis la Ville. Il y a certains projets qui sont là, qui sont encore dans les paramètres de l'entente 83-89. Ça, c'est, disons, les vieux projets qui n'étaient pas nécessairement complétés. Il y a d'autres projets comme la rue Saint-Grégoire,
Bouvard-Laurentien-la-Chapelle, qui sont aussi encadrés par le partage de coûts. Ceux-là vont se finir un petit peu plus tard, malheureusement, mais en tant que tel, lorsqu'on parle des PICA, des secteurs comme ça, c'est visé 2025, peut-être un petit peu 2026, dépendant des embûches qu'on risque d'avoir dans certains cas. Comme complément de réponse, vous allez voir en toute transparence aux pages 40, 41, 42, l'ensemble de la programmation projetée. Et vous voyez que ce qui est projeté, dans le fond, c'est le très court terme, là, c'est 2025. Donc, par rapport au financement des projets plus sur 10 ans, à la lumière du nouveau modèle, là, avec une capacité qu'on a établie entre la Ville, la Commission de services électriques et Hydro-Québec, la capacité annuelle, bien là, il faut voir à son financement. Donc, on a fait une table particulière là, pour échanger là-dessus, pour voir comment, dans les prochains PDI, on illustre ça. Parce que ça demande une certaine flexibilité à ce niveau-là. Lorsqu'on a des équipes avec des PDI comme le CIR, le SUM, l'eau, il peut se faire des transferts budgétaires, il y a des projets intégrés. Donc, ça demande une certaine flexibilité à ce niveau-là, au niveau budgétaire, surtout des projets d'enfouissement qui sont complexes à réaliser. Des fois, il y a toujours une petite surprise en termes de calendrier. C'est pas le manque de volonté des trois parties, là. C'est souvent une question d'incidence qui arrive dans le chantier. Donc, dans ce sens-là, il faut voir comment on va former, dans le fond, ce plan décennal-là. On souhaite le régler pour 2026 définitivement à ce niveau-là. Parfait. Juste, en fait, peut-être deux questions. Hydro-Québec s'est rendu quoi sa capacité réelle en termes de kilomètres par année? Vous accompagnez, là, parce que, tu sais, dans la nouvelle entente, tu sais, les secteurs à haute demande énergétique, ils payent quasiment tout, mais sauf que, tu sais, il y a quand même une limite d'équipe. Puis l'autre chose, hier, on avait le directeur général et tous ses bureaux directement reliés, notamment le BETER, qui parlait beaucoup des réseaux de techniques urbains, que c'est en progression avec Hydro-Québec et la Ville. Si jamais ça finit par débloquer, ce qui c'est quand même positif, est-ce que... quel est le lien avec la Commission des services électriques? Est-ce que... Il y avait la question de capacité. Puis... Oui, c'est ça. Bien, sur la question de capacité, je pense que j'ai vu M. Gaudette qui levait la main. Pour les réseaux thermiques urbains, pour l'instant, ce n'est pas un mandat de la Commission des services électriques. Il y en a plusieurs qui sont à être développés, puis chacun se développe un peu différemment, mais parce qu'on a des contextes différents. En tout cas, nous, à Louvain-Est, dans Cartierville, c'est le terrain de la Ville, mais qui sera à terme une fiducie qui est gérée par une autre personne. Donc, en ce moment, c'est la Société de développement de l'écoquartier Louvain qui est en train de faire toutes les ententes avec les personnes les plus aptes à construire et opérer, puis là, de développer justement les ententes de gestion court, moyen, long terme sur comment ça va fonctionner avec des opérateurs là, et des gens qui sont habitués à construire des réseaux thermiques urbains. Quand je dis habitués, il n'y en a pas tant que ça au Québec, donc c'est très, très niché. Alors, ces projets-là se développent pour l'instant, là, pas nécessairement avec la Commission des services électriques. Pour la capacité d'Hydro-Québec, je passe la parole. En vertu de l'entente Hydro-Québec-Ville de Montréal, il y a deux volets à votre question. Au niveau du partage de coûts, il y a deux partages de coûts pas proposés, mais qui sont dans l'entente, dépendant de la densité électrique minimale qu'il y a dans un secteur. Donc, si on est dans un secteur de densité électrique minimale, l'exemple comme Griffintown, Hydro-Québec assume en plus des frais électriques, les frais du réseau civil pour l'électricité. Mais ça, c'est dans des secteurs de plus grande envergure. Dans les autres secteurs où on n'atteint pas cette densité électrique minimale-là, c'est 100% payable par la Ville. À certaines conditions, au niveau de certains éléments, là, comme je dirais les servitudes, des caractérisations, des choses du genre, il y a peut-être des particularités. Au niveau de la capacité Hydro-Québec, il fixe une capacité de 4,5 km par année. Il faut comprendre qu'il y a un calcul, je dirais pas scientifique, mais un peu savant, qui a été fait avec Hydro-Québec pour qu'ils disent, la première année que je fais l'analyse des besoins, ça vaut 10 la réalisation, c'est 30 Fait que le kilomètre d'un projet est réparti en différentes années. Et puis, au niveau de la Commission de services électriques, on n'est pas embarqué dans ce genre de scénario-là. Nous, on va essayer de répondre selon la capacité de tout le monde. Alors, donc, on peut faire une année 1 kilomètre, comme l'année d'après en faire 5 en réseau. Mais au niveau d'Hydro-Québec, c'est vraiment... partitionné, si on va dire le terme anglais, excusez, mais selon la réalisation, l'étape de réalisation. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à Mme Grondin.
Merci beaucoup, M. Desbois. Merci pour votre présentation et votre présence. Chers collègues, bonjour. J'ai une toute petite question, en fait, concernant les projets à prioriser au PDI. À la dernière ligne, on voit la traverse du canal de la Chine. Donc, je me posais la question à savoir, est-ce qu'on parle vraiment de câblage qui va passer en dessous du canal? Et si oui, de quel genre de défi technique est-ce qu'on parle de votre côté? Merci. Je vais commencer. Je passe la parole à M. Baillargeon s'il y a de quoi de plus au niveau technique. Mais la traverse est prévue dans le secteur de l'avenue Dollard à La Salle et la Chine. Le but, c'est de traverser le canal pour permettre autant Hydro-Québec pour des travaux qu'ils ont à faire pour relier des postes de transformation. On parle du poste Rockfield dans ce secteur-là. Donc, c'est une demande qu'on a d'Hydro-Québec. On a des demandes depuis quelques années de compagnies de télécom pour aussi des liens, des centres de données. Et on n'a pas de traverse dans le secteur ouest, sous le canal de la Chine, fait que c'est un peu ça qui est à regarder. Nos défis techniques, c'est sûr qu'il y a le défi de s'entendre avec Parc Canada, qui est déjà un gros défi. Et puis l'autre défi technique, peut-être M. Baillargeon peut enchérir sur les difficultés là, par rapport à ça. Bonjour, Marc-André Bergeon, directeur de la conception. Défi technique, on a déjà fait d'autres traverses. On a traversé au niveau de l'île des Sœurs. C'est pas une traite complexe, là, mais c'est très long à faire. Faire une traverse, ça fait 2 ans qu'on prépare à peu près cette traverse-là avec des études techniques, ce genre de choses-là. Mais de la réaliser comme telle, on parle de quelques mois pour le faire. C'est des choses qui fonctionnent très bien. C'est vraiment, comme je le disais, de la localiser la traverse où on part et où on arrive comme tel. C'est des défis qui se font au niveau, mais au niveau technique, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça, puis de les réaliser. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, c'est spécial pour nous, mais on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Peut-être un autre enjeu qu'on parlait avec Parc Canada, il y a des questions d'échange de terrain des compagnies dans le secteur aussi, qui fait en sorte que le site qu'on regarde pour installer, pour faire le forage, bien, il y a un échange de terrain qui va être fait par Parc Canada, fait qu'il faut s'entendre aussi avec toutes ces entités-là. Merci. Merci. Donc, M. Gratton. Merci, M. Desbois. Vous avez mentionné pendant votre présentation que vous avez des projets intégrés avec la STM, donc j'aimerais ça que vous nous en parliez un peu plus, de savoir en quoi ça consiste. Puis aussi, paraît-il que vous collaborez avec les pompiers aussi. Si vous pouvez aussi aborder cet aspect-là de la collaboration que vous avez avec les autres services de la Ville. OK, je vais prendre la parole. Pour ce qui est du service des pompiers, c'est avec le CIM, Service des incendies de Montréal. Ce qui arrive, c'est qu'on a entendu dire que, on a entendu parler, on va dire, des particularités des travaux des pompiers. On les a approchés, puis on avait un outil, nous, à l'interne, qui était une cartographie qui s'appelle GoMap. Puis ça, c'est toute la cartographie, non plus d'accès de notre réseau. Fait que donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché les pompiers pour nous regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur travail. Puis finalement, on a donné simplement un accès à notre cartographie, ce qui fait en sorte, c'est que lorsqu'ils ont à faire des interventions, avec notre cartographie, ça permet de limiter vraiment les bâtiments, de savoir qui est impacté, puis faire une activité de réponse plus rapide auprès des citoyens. Ça permet de faire des évacuations plus centrées, plus ciblées, donc un meilleur service pour les citoyens en cas d'incendie. C'est ça essentiellement, là, M. Gratton. Excellent, merci. Puis pour les projets intégrés avec la STM? Je vais laisser la parole à M. Baillargeon là-dessus. On a effectivement plusieurs projets avec la STM. C'est surtout, ils vont refaire les membranes sur la plupart des stations. Il y en a encore une vingtaine ou une trentaine à faire, donc on se coordonne. Nous autres, on est au-dessus du réseau de la STM comme tel. Donc, il faut enlever nos équipements, les suspendre des lézards et travailler en dessous. Là, je regarde, il y a un projet, c'est Berry Phase 2, là, qui est quand même assez... c'est un gros projet. On parle je pense, c'est l'ordre de grandeur d'une 50aine de millions, pas juste la commission, tous les partenaires ensemble. C'est vraiment un effort de coordination parce que les méthodes de fonctionnement de la STM, les méthodes de la Ville, les méthodes de la commission ne sont pas les mêmes. Il faut arrimer ça. Robert parlait antérieurement qu'on est en train de regarder justement pour avoir une entente cadre maniée avec la STM pour arrimer un petit peu
nos processus, mais la STM, c'est sûr, ils ont des modes particuliers dus à l'opération du métro aussi. Entre tout à l'heure, on ne peut pas faire de choses comme ça. Donc, nous autres, il faut s'adapter à ça comme tel. Mais c'est sur une base régulière depuis, je vous dirais, 8-10 ans, maintenant, on travaille régulièrement avec la STM. Puis de plus en plus, on va être obligé de le faire. Puis les plus gros projets sont à venir comme tel. Je prends la station Berry, station Place des Arts, qui va être un autre enjeu, puis faut vraiment se coordonner, parce qu'au niveau de la circulation, c'est des enjeux monstres, ça, là. Parce qu'il y a beaucoup de surface, et tant qu'à y aller, ben, on essaie, prenez Prosberry, juste par exemple, la station de métro Quam, il y a le Hydro en même temps, le poste Berry sont en train de faire leur nouveau poste. Donc là, on a une demande en parallèle pour faire un réseau de distribution pour ce nouveau poste-là. Donc, il faut l'arrimer dans ce projet-là pour te dire, on y va une fois. Ce qu'on souhaite, c'est pas retourner là avant minimum une quinzaine d'années. Je vous dirais, c'est ça. L'enjeu, il est plus là, c'est essayer de prévoir l'imprévisible, pour pas que personne y retourne, pour pas se ramasser avec ce que moi j'ai appelé à l'époque le syndrome de la rue Saint-Laurent. C'est-à-dire que, vu que les personnes ne s'étaient pas parlé trop, ben, être obligé d'y retourner après. Là, on essaye d'éviter ça le plus possible. Donc, on investit beaucoup dans la planification entre les partenaires pour se parler, puis se coordonner. On beaucoup de révisions de dessin ou ce genre de choses-là qu'on est obligé de faire pour s'arrimer ensemble, puis arrimer aussi nos façons de faire qui sont différentes. Puis je vous dirais, c'est à force de se connaître qu'on se comprend, là. On est encore dans ce processus-là de le faire. Mais Monsieur Gratton, aussi, pour compléter un petit peu ce que Marc-André dit aussi, c'est que, outre toute la question de coordination qui est très importante, c'est qu'on essaie de trouver un modèle, comme on fait avec la Ville, qui pourrait fonctionner avec la STM pour faciliter les opérations, pour augmenter la fluidité et la rapidité. Donc, réduire les délais, donner un meilleur service. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a une dernière question de M. Boucala. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, je voulais juste comprendre, parce qu'en arrondissement, on fait de la reconstruction complète de rues artérielles, tout ça. Puis, pourquoi on ne peut pas enfouir directement les fils dès qu'on a une reconstruction complète? T'sais, pourquoi on ne peut pas, par exemple, enfouir les fils, puis par la suite, faire un aménagement public pour... Donc, parce que pendant qu'on a la pelle, pendant que c'est creusé, ben c'est là qu'il faut en profiter. Donc, peut-être juste rapidement vous entendre là-dessus. En fait, c'est un peu le lien avec la question de M. Ouellet sur la capacité d'Hydro-Québec. Donc, en fait, on a plusieurs goulots d'étranglement pour expliquer pourquoi on ne fait pas plus d'enfouissement, malheureusement. Déjà, Hydro-Québec, comme on l'a dit, a une capacité théorique de 4,5 km par année. C'est pas beaucoup pour toute l'île de Montréal. Je donnerai un exemple. Là, on vient de faire le grand projet Gouin-Saraguet dans Cartierville, qui est un projet qui date de plus de 30 ans. Et on a enfoui sur 1,4 km. Fait qu'imaginez, c'est le quart d'une capacité annuelle qu'on a pour toute la ville pour un seul projet. Évidemment, les projets ne sont pas tous gros comme ça. Et donc, ce sont des choix déchirants qui sont faits par la ville parce qu'après, comme on l'expliquait, la Commission des services électriques est le mandataire. Donc, nous, la ville, on mandate la Commission des services électriques pour faire les travaux. Alors, on doit restreindre. Ça, c'est le premier goulot d'étranglement, mais il y a aussi quand même un goulot financier. Ça coûte extrêmement cher, autant pour Hydro-Québec que pour la ville. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des priorités, mais assurément, les nouveaux développements résidentiels, c'est là où on essaye quand même de tenir compte de ce que vous dites. Les nouveaux développements de résidentiels sont en général vraiment prioritaires pour enfouir les fils. Mais après, il y a d'autres projets qu'on essaie de rentrer dans la programmation. Puis, pour faire l'exercice plusieurs fois par année avec le CIR, là, c'est le CIR qui est le service qui gère un peu le trafic entre les différents partenaires, c'est difficile de faire des choix parce que on veut aussi, par exemple, sur les artères commerciales, celles qui ne sont pas encore enfouies, souvent, c'est un projet, pas juste d'embellissement, mais de dynamisation complet d'une artère commerciale. Donc, on doit faire des choix. Juste pour enchérir, peut-être, c'est sûr qu'on a une coordination avec le CIR, effectivement, Hydro-Québec.
On fait des rencontres aux 3-4 mois pour parler des projets, de l'avancement des projets, puis le choix des projets. Ça, c'est une chose, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des fois des projets qui nous sont amenés, mais un peu trop tard, parce qu'un projet d'enfouissement, ça demande une planification très, très pointue et assez longue. On va parler dans le calendrier typique qui est dans l'entente Hydro-Québec-Ville qu'il faudrait savoir les projets 36 mois d'avance pour être sûr de dire qu'on va mettre l'appel au bout du 36 mois. Alors donc, c'est un des éléments aussi qui est à prendre en considération. Ça demande beaucoup de conception, de recherche, d'analyse, puis plus il y a d'intervenants, plus il y a de joueurs dans les poteaux, c'est un autre élément qui est à regarder aussi, là. Merci. Merci beaucoup. Donc, le temps est parti aux interventions des commissaires est terminé. Il est maintenant l'heure d'ajourner la séance. Juste avant, je tiens à remercier Madame Maya Vodanovic et Madame Émilie Tuillier, Monsieur Claude Carrette, DGA Urbanisme, Mobilité et Infrastructure, Madame Chantal Morette et Monsieur Gauthier ainsi que leurs équipes, et les citoyennes et citoyens qui ont participé à l'étude publique.